qui a dit que la bande dessinée n'était pas culturelle? Eh bien, la prochaine demi-heure va tenter de prouver le contraire, alors qu'il sera question du 9e art, comme on l'appelle. On rencontre le mécène de Québec en bande dessinée, M. Réal Filion. Il sera aussi question des 2 événements d'importance à se produire en bande dessinée dans la ville. On rencontre aussi l'éditrice Louise Tremblay-Filiol et un brin de jasette avec la Société des créateurs et amis de la BD. Tout cela repart dans un moment. Attention les parents, Gargouille, le héros de la bande dessinée québécoise, est de retour dans un 4e album. Pour d'humour de là. N'en parlez pas à vos enfants, faites-leur la surprise. Gargouille est en vente dans les bonnes librairies. Réal Filion et sa bande présentent pour la 6e année consécutive le Festival de la bande dessinée qui se tiendra à Place Fleur-de-Lys au mois d'avril. Les gros canons de la BD européenne s'y donnent rendez-vous avec plaisir puisqu'ils y sont, semble-t-il, très bien reçus. Depuis 2 ans, un autre événement BD se produit également à Québec, le Carnaval de la bande dessinée qui, comme son nom l'indique, se déroule pendant le Carnaval de Québec. Mais est-ce qu'il y a de la place pour 2 événements du genre dans la ville? On a posé la question. C'est un art, la bande dessinée, mais c'est un art qui doit faire vivre ses artisans. Alors, pour que ces artisans vivent, il faut d'abord que ça se vende. Comme le public BD n'était déjà pas acquis et qui n'était pas suffisamment nombreux, au lieu de faire des événements qui attiraient des gens qui étaient déjà conquis par la bande dessinée, il fallait créer des événements qui allaient au-devant des gens qui ne connaissaient pas vraiment la bande dessinée et qui n'avaient pas suivi l'évolution de la bande dessinée, qui fait qu'aujourd'hui, la bande dessinée s'adresse à tout le monde, alors qu'on avait, pendant des décennies, l'impression que la bande dessinée s'adressait à des enfants, ce qui est vraiment plus le cas maintenant. De plus en plus, on se dirige vers un public plus large. Ce qui manque encore, j'ai l'impression, c'est la meilleure façon de diffuser la bande dessinée puis de la montrer aux gens. En Europe, on n'y est pas vraiment arrivé encore, malgré qu'il y a beaucoup d'événements, etc. Au Québec, il ne se passe rien. Les éditeurs ne font aucun effort de diffusion grand public. Ils ne font pas de publicité. La bande dessinée au Québec, elle doit s'auto-publiciser. Ah non! Non, non, c'est vraiment... ouais. Et puis, ben, on espère que, tranquillement, c'est avec des événements du type qu'on fait qui visent le plus grand public possible. C'est certain que quand on est dans un endroit comme Place Fleur-de-Lys, ben, où il passe 120 000 personnes en moyenne par semaine, ben, ils vont passer devant nous, ces 120 000-là. Puis vous faites sûr que quand nous autres, on est là, il nous manque pas. Là, il y a voix, la bande dessinée. En couleur. En couleur, oui. Monsieur Filion, justement, vous parlez de l'événement à Place Fleur-de-Lys. Il y en a également un autre qui se passe un petit peu plus tôt au cours de l'année. C'est le Carnaval de la bande dessinée qui en est à sa 2e année. On parle d'un contexte économique difficile. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour 2 événements majeurs comme ça à Québec? Ben, en Europe, il n'y a pas une ville, incluant Paris et Bruxelles, qui supporte 2 événements. Bon, ben... Probablement qu'à Québec, ça va devenir de plus en plus difficile parce que forcément que les 2 événements se tournent vers les mêmes sources de financement. Ces sources de financement-là ne peuvent supporter 2 événements. C'est tout à fait évident. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur d'un même événement, il ne pourrait pas y avoir 2 volets complémentaires. Ça, j'y crois beaucoup. Il y a sûrement moyen, un jour ou l'autre, d'arriver à faire quelque chose en ce sens-là. Ici, à Québec, il y a 2 événements d'importance en ce qui concerne la BD. Il y a le Carnaval et il y a le Festival de la bande dessinée. Selon toi, c'est quoi la différence majeure entre les 2 événements? Ben, la plus grande différence, ça serait... comment je dirais ça? C'est que le Festival de la bande dessinée, c'est surtout... bon, c'est des noms plus connus qui viennent... ben, plus connus au Québec, en tout cas, qui viennent faire des séances de signature. Je pense que ça s'arrête là, la vente d'albums puis de séances de signature. Nous, ce qu'on essayait de faire à travers notre événement, c'est de faire connaître la bande dessinée. On a rajouté, en plus des séances de signature, projection de films. On a monté des ateliers, des conférences, des tables rondes, tout ça, pour que les gens puissent connaître un petit peu la bande dessinée. Puis, Est-ce que potentiellement, économiquement, il y a du potentiel pour 2 événements comme ça à Québec? Je pense que oui.
C'est sûr que c'est difficile au niveau d'intéresser des commanditaires, des choses comme ça. C'est un peu difficile. La bande dessinée au Québec, c'est quelque chose justement qui en est assez balbutiement. On n'est pas comme en Europe. Je pense que dans la formule où sont les deux festivals maintenant, oui, ça peut continuer comme ça parce que c'est pas du tout, ça va pas du tout dans les mêmes champs, dans les mêmes directions. Pour cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés à organiser mon événement. Et puis, je ne sais pas si l'an prochain, j'arriverai à l'organiser si on continue à ce rythme-là, à se diviser les ressources. Ça, mais si le domaine privé est à ce point restreint au niveau du financement, est-ce qu'à ce moment-là, les subventions ne pourraient pas être octroyées du côté du gouvernement? Est-ce qu'il y a des pressions, des efforts qui sont faits dans ce sens-là? Non. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je ne peux pas dire que le ministère des Affaires culturelles ou le Conseil des arts du Canada démontre énormément d'intérêt envers la bande dessinée, mais vraiment pas. C'est qu'on a l'impression que les gens qui veulent, au niveau de la bande dessinée, aller chercher des sous au niveau des gouvernements, il faut qu'ils soient comptables, il faut qu'ils soient avocats. On leur demande de monter des dossiers qui n'ont pas l'énergie, le temps et la capacité de faire. Ce qui fait que ça devient extrêmement difficile. Puis je sais que nous, de notre côté, le fait que l'événement se tienne à un endroit commercial, peu importe que l'événement soit fait pour la promotion de la bande dessinée ou pas, ça nous coupe absolument de toutes les sources de financement possibles dans ce sens-là. Heureusement qu'il y a les communautés francophones de Belgique, par exemple. Alors, la délégation Wallonie-Bruxelles, ici à Québec, nous appuie de façon absolument phénoménale depuis les tout débuts. Alors, ça c'est merveilleux pour nous. Et puis, ils nous appuient moralement, ils nous fournissent des billets d'avion, et puis, ils font vraiment tout ce qui est en leur possible, avec des moyens très réduits. Ces gens-là n'ont pas des gros budgets. Le consulat français l'ont fait pendant quelques années. Cette année, ils ont choisi d'appuyer l'autre événement. Outre les deux événements, donc le festival et le carnaval, on sait qu'il y a une éditrice. Il y a Louise Tremblay-Filiol, qui est éditrice de bande dessinée purement et proprement dit. Il y a également la SKBD. Est-ce qu'avec ces 4 organismes-là, c'est suffisant pour donner une diffusion acceptable, en tout cas, à tout le moins, offrir aux gens un produit là, qui est commerciable? Oui, bien, il y a de la place pour tout le monde, finalement. Plus il y a des gens qui travaillent au milieu de la bande dessinée, meilleur c'est pour la bande dessinée. Plus il va y avoir, justement, des missions comme celle-là qui vont être faites, qui vont parler de bande dessinée. Plus il y a des gens qui vont en éditer, qui vont en faire, qui vont s'occuper de faire la promotion. Ça peut juste être bon pour la bande dessinée. Finalement, il n'y en a jamais trop. Je pense que l'important, c'est que tout le monde qui travaille, justement, bien, continue à travailler ensemble puis à se donner un petit coup de main. Puis c'est comme ça que ça va être connu au Québec. Bon, je faisais une entrevue avec M. Filion, qui est l'organisateur du Festival de la bande dessinée. Lui soumettait l'idée que peut-être de conjuguer les deux événements en un seul, autrement dit, en faire comme un deuxième volet du carnaval, par exemple, de ce que vous présentez. Est-ce que vous pensez que ce serait faisable? Ce serait possible de joindre vos efforts ensemble? Bien, éventuellement, oui. Il faudrait en discuter tout ça, là, mais on n'est pas coupé à cette idée-là, justement, de regrouper les forces. Il s'agira de s'en parler et puis de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais vous le présentez dans le cadre du Carnaval de Québec. Oui, puis on tient quand même beaucoup aux gens du Carnaval. C'est des gens qui nous ont donné quand même un gros coup de main. C'est des gens avec qui on aime bien travailler, qui sont dynamiques puis tout ça. Fait qu'on tient quand même beaucoup à les garder. Moi, je verrais difficilement, en tout cas, cet événement-là se tenir totalement à l'extérieur. Puis ça donne quand même... Il faut dire que pendant le temps du carnaval, bien, il y a beaucoup de gens à Québec. Le Salon du livre aura lieu en même temps que le Festival de la BD. Est-ce que, selon vous, c'est un plus ou un moins? D'abord, je dois vous dire que c'est pas un choix de notre part. C'est que nous, on fait toujours l'événement la semaine après Pâques. Eux, pour des contraintes de location, ça a donné que cette année, c'était en même temps. En ce qui me concerne, c'est un plus. Alors, les gens qui se déplaceront à Québec le feront pour 2 événements au lieu de le faire pour un seul, ce qui risque d'être beaucoup plus intéressant pour eux. Merci beaucoup, M. Filion. Ça m'a fait plaisir. Éric, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il va y avoir un 3e carnaval de la bande dessinée? Oui. Merci beaucoup, Éric. C'est bien. Pour être lue, la bande dessinée doit être éditée. Comme elle le dit elle-même, Louise Tremblay-Filiol est tombée toute petite dans le chaudron de l'art, tout comme Obélix dans la potion magique. Mais il a fallu attendre 1991 avant que les studios Montag voient enfin le jour. Et dans le milieu, on la surnomme l'irréductible éditrice de la bande dessinée. L'unique éditrice, il y a beaucoup d'auto-édition, c'est-à-dire quelqu'un qui édite plusieurs auteurs de façon régulière, oui. Parce qu'il y en a d'autres qui éditent, mais de façon plus ou moins régulière. Donc, peut-être la sortie d'1 ou 2 albums par année. Il y avait une autre maison d'édition, par contre. Les éditions Philactère.
Comme tel, pour cette année, il prend une année sabbatique, Yves Millet. Peut-être qu'il va réouvrir dans un an. J'avoue que j'aimerais ça parce que je trouve ça bien d'être quand même plusieurs éditeurs. Ça nous permet là, de pouvoir s'épauler entre nous autres, même si on ne fait pas le même créneau. Si je vous demandais quelle est la lacune ou le plus gros problème qu'a à faire face les auteurs de bande dessinée ici même au Québec, ce serait quoi? Bon, c'est de ne pas être finalement payé à la juste, en tout cas, à la juste hauteur de leurs travaux. Il y a ça. Je trouve qu'ils ne peuvent pas vraiment encore en vivre, enfin complètement, là, ou enfin de façon décente de leurs produits. Bon, on fait face toujours au problème des librairies et de la distribution. Ça, c'est un gros problème. À quel titre que vous dites que c'est un problème? Ben, je veux dire, moi, je peux dire que je fais ma propre distribution et c'est très fatigant. Je veux dire, il n'y a pas de distributeurs qui vont nous faire une distribution adéquate. Le problème auquel ils se butent, c'est que les librairies ne sont pas nécessairement prêtes à prendre de la BD québécoise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas encore assez connu. Je pense qu'ils ont besoin de sentir que c'est des valeurs sûres. Moi, j'ai eu quand même une chance là, avec Marc Auger, son personnage Philippon et le Biboquet, le premier album, qui a été primé dans Communication Jeunesse. Ça, c'est un document qui passe dans les écoles, dans les bibliothèques et dans les librairies. Donc, les ventes ont roulé automatiquement. On m'appelait pour 2, 3, 4 albums. Ça pouvait être autant à Matane, au Manitoba, au Yukon. J'en ai eu 2 partout. Mais ça, c'est parce que j'étais dans l'ivromanie. Comme tel, il n'y a pas un distributeur qui est prêt à... C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs encore. Oui. C'est pas une valeur sûre. Mais il y a des personnages ou des auteurs qui ont créé des... qui pourrait y avoir... il pourrait y avoir une suite, une continuité. Oui. Moi, c'est ce que je veux beaucoup centrer mes énergies sur, c'est des séries, partir des séries. Je me suis attardée pour l'instant beaucoup au milieu jeunesse, parce que j'ai l'appui de différents organismes et qui, pour moi, sont très importants. Mais de plus en plus, c'est ça, je trouve qu'il faut partir des séries. Il faut pouvoir associer un personnage de BD, comme, bon, je pense à... c'est-à-dire un auteur, je pense à Mario Malouin, puis dire, ah, Mario Malouin, son personnage, c'est Papoute. Bon, donc, on attend le prochain Papoute. Puis on attend l'autre Papoute. Et puis, ça va faire boule de neige, parce que certains vont le connaître peut-être au 3e album. À ce moment-là, quand il est connu au 3e album, les 2 premiers se vendent. Si on parle d'un bon vendeur, là, on va parler de combien de copies là, dans le contexte québécois? Là? Moi, je peux parler d'un des albums qui, en moins d'1 an, c'est-à-dire à peu près, bon, je dirais 7-8 mois, j'ai vendu 500 copies. Ça, c'est bon? C'est beaucoup. À un autre titre, je pense à Mario Malouin qui avait sorti un album sur André Arthur, donc un personnage public. Et lui, en 1 an, il a vendu 10 000 copies. C'est extraordinaire. Mais là, on parlait d'un... Oui, on parlait d'un événement. Donc, il y avait comme des ventes automatiques à ce moment-là. Personnellement, je connais beaucoup de monde dans le milieu. Puis je pourrais nommer les rares que je connais qui travaillent exclusivement en bande dessinée, qui arrivent à gagner leur vie avec ça. Sinon, il faut que tu fasses de l'illustration. Comme moi, je fais beaucoup d'illustrations aussi parallèlement à la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est super intéressant, c'est bien rigolo à faire. Mais quand tu peux faire des albums, tes propres albums, il ne faut pas que tu comptes là-dessus pour vivre. Par contre, en bande dessinée, tu peux avoir des contrats intéressants, parfois des contrats pour des organismes gouvernementaux qui vont te demander de travailler pour eux autres pour expliquer leur projet. Là, à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais c'est pas vraiment de la création à ce moment-là. C'est ça, là c'est un sujet qui vous est imposé. Oui, mais c'est très intéressant quand même comme médium, comme expérience aussi. C'est aussi plus payant que les albums que tu crées là, de création pure. Mais c'est plus restrictif de notre côté. Mais un BDiste va pouvoir devenir graphiste, justement, si le contexte lui demande, mais un graphiste ne pourra pas nécessairement être BDiste, par exemple. C'est qu'en bande dessinée, comme je disais, c'est qu'il y a l'élément narratif qui rentre en ligne de compte, donc il faut tenir compte. C'est que c'est une technique narrative, finalement, la bande dessinée. Parce que l'illustration, c'est simplement recréer une image en dessinant. Parce que la bande dessinée, l'essentiel, avant même la qualité de l'illustration, c'est la qualité de l'histoire, la lisibilité de l'histoire elle-même. Faire passer le message, le propos. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de gens qui vivaient de la BD. Est-ce que c'est dans le contexte de production d'albums, de volumes, ou encore c'est à l'intérieur d'un cadre là, très précis, comme par exemple une revue? Ah oui, c'est ça. Ceux que je connais qui vivent de la bande dessinée, c'est des revues. Okay. Au Québec, il y en a pas. Ça fait rire pour pas les nommer. C'est ça, gros.
J'ai des copains comme ça qui arrivent à vivre simplement, puis à bien vivre avec la bande dessinée, mais c'est parce qu'ils ont déjà un support mensuel, ils ont quelqu'un qui s'engage régulièrement pour travailler. Mais si tu travailles justement dans le cadre d'une revue comme ça, est-ce que tu es assez libre, ta carte blanche, ou il y a vraiment là, des contraintes? Tu n'es pas tout à fait libre de faire ce que tu veux? Ah, ben là, c'est parce que c'est sûr que quand tu travailles dans une revue, c'est que chaque revue a une ligne éditoriale. Puis que les dirigeants de la revue, ce qui sont finalement ceux qui financent tout ça, qui orchestrent là, toute la revue, eux autres, ils ont une façon de voir les choses. La revue, elle a la couleur que les rédacteurs en chef donnent à la revue. Les dessinateurs doivent se faire partie, se plier, pas se plier à ces exigences-là en rampant, je veux dire, mais adopter la couleur là, que veut donner le rédacteur en chef, c'est normal, c'est ça une revue. Faire un produit européen, non. Ici au Québec, non, pas maintenant. On n'est pas encore... premièrement, il n'y a pas d'imprimeurs qui connaissent assez bien le produit pour faire un produit de même qualité et que ce soit à des prix abordables. Faire du 4 couleurs process ici au Québec, ça coûterait une fortune. Pour l'instant, j'ai opté pour le format à l'italienne, ce qui me différencie d'un produit européen et d'un produit américain. On parle de l'Europe pour un BDiste comme toi, un illustrateur aussi. Qu'est-ce qui est le plus tentant? Est-ce que c'est d'aller lorgner du côté de ce que les Américains font ou en tout cas de tenter d'aller chercher quelque chose de ce côté-là ou d'aller vers le marché européen? C'est des mondes tellement différents qu'on ne peut pas trancher aussi facilement la question. C'est que les comic books américains ont été longtemps des comic books imprimés sur papier journal, comme ça, une qualité d'impression discutable, tandis que les Européens faisaient des beaux objets solides, durables, tout ça. Puis tranquillement, les Américains commencent aussi à pondre des beaux albums, bien reliés, bien construits, avec des couvertures rigides, des belles couleurs à l'intérieur. Donc le marché du comic book change lui aussi. C'est sûr que les deux marchés sont saturés, sursaturés. Il y a plein de talents aux États-Unis, puis il y en a déjà en Europe aussi. Fait que c'est dur de s'insérer dans ça. Je pense qu'il va falloir créer une espèce de créneau personnel, que les Québécois sont capables de faire un produit qui est distinct d'une façon ou d'une autre. Il va falloir créer un peu un marché, je pense. Plus qu'il va y avoir de diffusion sur ce qui se passe au Québec, plus ça va aider le marché, c'est sûr. Il pourra en avoir plus. Je pense qu'il n'y aura jamais trop, je pense, d'outils de diffusion. Louise, avec un événement comme le Salon du Livre qui s'en vient, est-ce que vous sentez qu'il y a un effort d'apporter une visibilité pour la bande dessinée à l'intérieur même du cadre littéraire? Je sais que c'est des événements qui, pour nous autres, tous ceux qui sont des intervenants dans le milieu de la BD, on a un petit peu de difficulté à... Bon, certains peuvent se payer des kiosques, mais... Comme tel, quand on n'a pas, comme quand on n'est pas des distributeurs, celles avec des gros noms comme Casterman, se payer des kiosques, c'est trop onéreux. Il faut y penser 2 fois. Une chance qu'il y a des festivals et des carnavals. Ben, les festivals, pour moi, ça, c'est important. Ça, c'est important parce que, bon, le fait d'être auprès de certains Européens, on apprend beaucoup. Alors, il y a quand même bon espoir pour la bande dessinée. Oui. On aimerait ça, dans le fond, que les sentiers soient un peu moins durs, ou en fait moins difficiles. Mais c'est des gens qui ont bûché, qui ont fait leur chemin. Ceux qui en sont rendus, même si c'est des petits albums. Ça, c'est à ma grande déception. Là, j'aimerais pouvoir offrir plus. Mais si je veux, à travers tout ça, pouvoir aussi leur donner un salaire, si minime soit-il, je ne peux pas non plus augmenter, là, à moins d'être épaulé par une maison d'édition européenne, ce qui s'en vient peut-être. Ben, je vous le souhaite. Merci beaucoup, Louise. Merci. Trop d'événements ou pas, pour se faire connaître, pour se vendre, la BD a besoin de faire parler d'elle. C'est pourquoi, depuis 1985, les créateurs et amis de la bande dessinée se sont regroupés sous la bannière de la SCABD. Avec 115 membres à leur actif, la SCABD a pour principal mandat de sortir la bande dessinée québécoise de l'ombre de Lucky Luke. Ça date de 85, ça a commencé très modestement parce que c'est plus un casier postal au départ. C'est des gens qui aimaient la bande dessinée, qui étaient fous de bande dessinée, puis qui sentaient vraiment le besoin d'en parler, d'échanger sur la bande dessinée, puis éventuellement de se trouver à réaliser un centre, à avoir un outil de promotion, un centre où est-ce qu'il allait avoir des expositions et des échanges. Alors là, ça fait 2 ans qu'on a cette formule-là. On fait des expositions et on expose des choses qui
éventuellement auraient de la difficulté à être publiés. Bon, pas tant peut-être par le contenu que le fait que ce soit en 3 dimensions, ou qu'il y ait beaucoup de collages, ou qu'il y ait beaucoup de matière sur les planches elles-mêmes, donc qui rendent difficile la publication. Au niveau de l'impression, il y a un problème qui peut se poser. Ça peut être le jeu du format aussi qui pose des problèmes. Donc, on est là aussi pour promouvoir, via la salle d'exposition, les choses qui sont en bande dessinée, qui sortent un petit peu du réseau des magazines. D'ailleurs, on a souvent des assemblées, des réunions, des tables rondes, et on demande aux auteurs, aux dessinateurs, aux amis de la bande dessinée, qu'est-ce qu'ils en pensent de la tendance en bande dessinée, de la tendance que prend la SCABD, etc. Je pense que les gens qui veulent faire des commentaires, nous écrire, participer, sont ouverts. On est ici pour ça. Exactement, vous venez de le dire, la SCABD est là pour promouvoir. J'aimerais qu'on parle justement du potentiel ici même des auteurs à Québec. Est-ce qu'ils ont une ouverture? Est-ce qu'il y a une oreille attentive du côté autant des États-Unis que de l'Europe, par exemple? C'est assez fascinant parce que, bon, je donnerais aussi l'exemple des illustrateurs. J'engloberais les illustrateurs là-dedans aussi. C'est que finalement, on connaît peu les auteurs québécois, peut-être parce qu'on est un petit bassin de population, on est une petite population, donc on a peut-être la difficulté à avoir les argents nécessaires pour diffuser, contrairement aux Américains ou aux Européens. Mais je crois que le potentiel ici au Québec est très, très fort. On essaie le plus possible d'avoir des échanges, puis de permettre peut-être une ouverture du marché québécois et européen. Mais les auteurs ici, je pense qu'ils sont à cheval entre deux marchés, le marché américain et le marché européen. C'est des marchés difficiles à percer, mais on a une façon de faire qui est votre style propre. Oui, je pense que oui, de plus en plus en tout cas. Et je pense qu'on peut devenir concurrentiel éventuellement aussi. La SCABD a commencé tout doucement en 85 pour devenir aujourd'hui quelque chose d'imposant. Je pense que tout artiste qui œuvre en bande dessinée, qui soit le moindrement actif, est membre de la SCABD à l'heure actuelle. Est-ce qu'au niveau des subventions, ça va toujours en grossissant? Est-ce que vous avez une bonne enveloppe budgétaire qui vous est allouée? Bon, on est la 2e année. Évidemment, on a toujours à faire nos preuves, à savoir que, bon, il y a beaucoup de gens en art visuel. Je pense qu'on a l'équivalent de 9 expositions par année. On a des lancements. On va avoir de l'impro-BD. On participe à des carnavals, le carnaval de la bande dessinée. Bon, il y a toutes sortes de choses qui se font. En tout cas, jusqu'à présent, ça va bien. Puis je pense qu'on va prendre l'expansion. En tout cas, on se le souhaite parce qu'on met les efforts, toutes les énergies qu'on peut pour éventuellement grossir et faire notre place dans le milieu des arts visuels. Oui. Merci beaucoup, Sylvie. On ferme notre grand livre de bande dessinée, mais la semaine prochaine, le rideau va se lever alors qu'on souligne la Journée mondiale du théâtre. On rencontre des comédiens de Québec. Il sera bien sûr question de jeu, mais également de la situation du théâtre dans la ville. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Angèle Coutu joue le rôle d'une avocate à la recherche d'un mari dans l'immeuble qu'elle habite. Pas facile à 40 ans. Normand Chouinard, Germain Houde, Denis Bouchard interprètent les candidats en lice. Cette dramatique de Jeannette Bertrand dans un moment suivra Parler pour parler.